Vous retrouvez, nous sommes le 13 mai 2023, il est 8h, nous vous accompagnerons jusqu'à 9h30 et comme d'habitude, Mina Abed nous rejoint. Mina, bonjour. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Très très bien, bah oui, aujourd'hui ça ne peut que bien aller. Exactement. On va savoir dans un petit moment pourquoi. Accompagné de notre ami Ahmed Garriga-Hassen, comme à l'accoutumée, nous allons faire connaissance avec une autre personnalité qui a contribué par plusieurs publications, plusieurs écrits. C'est un homme politique, il s'agit de Tidjani Haddam. Nous parlerons aussi d'une autre question, Mina, cette fois-ci qui touche un peu à la santé publique. Nous allons parler d'une frange de la société, il s'agit de l'autisme. Donc on en parle beaucoup en ce moment. Donc une prise en charge quand même adéquate et est importante pour la prise en charge donc, de ces autistes. Un colloque a été organisé et donc en cette matinée, nous reviendrons un petit peu sur les recommandations de ce colloque. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de technologie. Ça te va? Parfait. Parfait. Alors, on va parler de technologie puisque Algérie Télécom donc, propose une nouvelle ou de nouvelles solutions technologiques pour le développement des visioconférences. Ben, cette fois-ci, ça va toucher à la santé puisqu'on va parler des interventions chirurgicales par visioconférence. Pourquoi pas? Prometteur. Oui. Ça se fait déjà. Hein. Ça se fait déjà. Il y a eu quelques expériences. Il y a eu quelques expériences qui c'est réussi hein, dans un peu pour certaines, oui, pour certaines interventions. Oui. Voilà, pour certaines interventions, effectivement, particulièrement au niveau des ambulances, donc quand il y a des urgences. Oui, ça c'est important. Ça. Voilà, ça c'est important. Et justement, il y a eu une journée d'études sur la parascopie et nous allons revenir un petit peu sur cette nouvelle solution que Algérie Télécom propose. Et nous terminerons l'émission avec l'actualité sportive. Tu es en train de suivre en ce moment? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Pour ne pas dire non. Ouais, pour ne pas dire oui. Voilà. Je ne peux pas dire oui parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, effectivement. Donc l'actualité sportive, mais tu as une idée quand même de ce qui se passe dans l'actualité sportive? Même pas. Depuis jeudi, pas vraiment. Voilà, bah, la Coupe d'Afrique. Oui, bon. La Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Voilà. Voilà, qui va se poursuivre jusqu'au 19 mai. Inch'Allah. Voilà. Et ben, notre ami Riyad Ben Khatib sera parmi nous ce matin pour revenir sur ce qui se passe. D'ailleurs, il va nous informer. Hein, voilà, pour ceux qui ne suivent pas Combina. On l'attend justement pour avoir des informations. Voilà, pour avoir plus ample information donc, sur le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Voilà pour le programme de cette matinée. Ça te va? Parfait. Merci beaucoup à Amel Almi, encore une fois, qui a programmé pour nous, qui a fait le programme de cette matinée. Mais sinon, ça va ce matin. On disait, aujourd'hui, ça va mieux qu'hier, mieux qu'avant-hier. Je connais une personne qui doit être aux anges. Ah, une grande salutation à Amel Laribi ce matin. Elle doit être. Eh bien, j'imagine ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils ont compris, parce que tout simplement, Alger, ce matin, on s'est réveillé. Alger complètement arrosé. Exactement. Par les pluies, donc vraiment, ça lave les esprits. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se réveiller le bon matin. Ça fait du bien. Ça va continuer? Ça va continuer. Ça va continuer. Tu donneras un peu plus de détails quand même. Avec plaisir. Voilà, mais ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et voilà, de retour. Et donc, tu vas nous donner un peu plus de détails en attendant que les cartes arrivent. Que les cartes arrivent. On attend que les cartes arrivent. Donc, on a eu quand même des pluies tout au long de la nuit. Tout au long de la nuit, oui, beaucoup de pluie. Hein. Le sol était complètement mouillé ce matin. Ce matin. Ouais. Oui. Ah ouais. Ce matin, même en venant d'ailleurs, on a été accompagné quand même de quelques gouttelettes. C'était pas quelques gouttelettes, mais il paraît qu'il y a eu énormément de pluie, des averses même sur les hauteurs d'Alger. Sur les hauteurs d'Alger. De la grêle aussi, oui. Ça va continuer. Comme quoi. Ça fait du bien. On attendait ça depuis un moment. Hein, on attendait ça depuis un moment. Voilà. Donc, si vous avez lavé votre voiture hier, tant pis pour vous. Hein, on en a parlé hier. Hein, on s'est dit c'est pas la peine de laver les voitures. Exactement. Voilà. Alors la carte, elle est bien arrosée. Oui, c'est une belle carte. Hein, c'est une très très belle carte. C'est une très belle carte. Elle nous a manqué. Hein, ce genre de carte nous a manqué ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Voilà, effectivement. Donc, je te laisse faire. Oui. Je te laisse nous annoncer les bonnes nouvelles du jour. Avec plaisir.
Bonjour à tous, effectivement. Météo Algérie a même émis un BMS pluie et grêle qui concerne les régions du centre avec un cumul qui risque d'atteindre même parfois de dépasser les 100 mm. Donc beaucoup de pluie, des averses, des orages, de la grêle. Également un temps complètement hivernal pour cette journée sur la partie centre des pluies également à l'ouest et à l'est du pays. Sur les régions sahariennes, eh bien, on notera un ciel voilé avec quelques orages sur le Nord Sahara ou encore la Saoura, l'extrême sud de l'Oguer et le Tassili, les oasis avec de fréquents soulèvements de sable et des vents assez forts, notamment sur la Saoura, des vents jusqu'à 80 km/h. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une baisse du mercure avec 16 degrés, ça sera le minimum du côté de Constantine. On notera 19 degrés à Annaba, 22 degrés du côté d'Alger, 23 degrés à Oran, 23 degrés également à Tizi Ouzou ainsi qu'à Rilizane. On notera 35 degrés à Ghardaya, 33 Hassim Saoud, 33 degrés à Béchar, 38 à Tindouf, Ilizi, 43 degrés à Adrar et Insalah et enfin 44 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée sur le centre et l'est, agitée à l'ouest du pays avec des vents entre 30 et 40 km/h vers les côtes ouest, 30 et 40 km/h également sur le centre et enfin entre 20 et 30 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Beaucoup de soleil, notamment à Vancouver, en Californie ou Montréal. Des pluies à Mexico et Dallas. Côté température, on notera 27 degrés à Dallas, 25 à Mexico, 28 à Miami, 20 degrés à Montréal et enfin 24 degrés en Californie. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et le temps qui se rafraîchit, vraiment. On te remercie pour ces bonnes nouvelles. Je suis très contente. Je me demande si Amal Arribé est en train de regarder Bonjour d'Algérie. Oui, je pense que oui. Elle se lève très tôt, donc. Oui. Sauf si elle est en train d'admirer le ciel et la pluie. Ouais, ça c'est possible aussi. C'est très possible. C'est très possible. Après une belle rupture avec la pluie, j'imagine qu'elle prendra un bon moment à prendre. Elle prend du thé, par contre. Elle prend du thé, pas de café. À prendre en santé sous la pluie. Exactement. Ah oui, tout est possible. Voilà, tout est possible. Mais on reste quand même sur des températures saisonnières, Mina. À 22 degrés, 23 degrés, mis à part Constantine, à part fait quand Constantine, même 16 degrés, une baisse quand même assez sensible du côté de Constantine. Voilà. En tout cas, on est chanceux aujourd'hui. On est chanceux, mais il faut rester prudent sur les routes. Surtout. C'est vrai que la chaussée est très glissante en ce moment, donc vigilance. Encore une fois, en tout cas, Mina, merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Merci à toi. On se retrouve tout à l'heure après l'intégrité du midi, après celui de 19h pour un peu plus de détails. La semaine prochaine pour Bonjour d'Algérie. Avec plaisir. Mais un point à 9h30. Évidemment. Comme d'habitude. Merci beaucoup, Mina. Allez, à tout à l'heure. Pause musicale.
bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum. Sabah al-nour. Comment ça va, Ahmed? Ça se passe bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Toujours aussi actif, Ahmed. On essaie de maintenir le cap. On en parlera tout à l'heure probablement de l'actualité de la semaine. Oui, voilà, exactement. Voilà, mais sinon aujourd'hui, voilà. Ardos, mais surtout riche. Oui, bien sûr. Mais surtout riche. On reviendra de toute façon. Parce que c'est le mois du patrimoine, en fait, du 18 au 18, comme il y a eu une semaine à la fin de Ramadan avec les Eid, etc. Donc maintenant, ça reprend de plus belle, et, avec un rythme assez dur. Pour la bonne cause. Bien sûr. Pour la bonne cause. Mais sinon, aujourd'hui, tu as choisi pour nous une autre personnalité qui a beaucoup contribué avec les écrits. Oui, exactement. On va parler de Tidjini Haddam. Bien sûr, qui a plusieurs facettes. L'une d'elles, qui est la plus connue, c'est la facette politique. Donc, on ne va pas en parler. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'aspect intellectuel du bonhomme. Il est né en 1921 à Tlemcen. Il a fait la double formation, l'école française en même temps d'Al-Hadith. Donc, il avait la double casquette, comme tous les Algériens de l'époque qui ont eu la chance d'étudier. Donc, puis, bon, il a percé dans ses études. Donc, il a fait médecine. Il a fait un doctorat en médecine en 1952. Et en même temps, bien sûr, il a embrassé, donc il a intégré le mouvement national, donc dans les différentes facettes. Puis l'arrivée de la Révolution, il rejoint la Révolution, donc il était à Tunis. Après l'indépendance, il a été comme un vice-président de la première Assemblée constituante. Et de là, donc, il y a une vie de politicien qui a commencé. Il a été entre autres aussi ambassadeur en Arabie Saoudite, où justement l'un de ses écrits, c'est sur cette phase de sa vie. Il a aussi été recteur de la mosquée de Paris entre 1989 et 1992. Et d'autres. Donc, il a été membre de la Constituante, membre du HCE, il a été ministre des Habous aussi, donc juste après l'indépendance. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa production intellectuelle, parce que moi, je ne connaissais exactement, qui est très prolifique, parce que personnellement, j'ai été surpris, parce que je l'ai découvert en fait dans l'une des librairies de l'ENAG à Bab Louad, al-Maktaba al-Alibiya, ils l'ont nommé comme ça. Donc je rentre et je trouve dans l'étalage 6 ou 7 bouquins de Tidjini Haddam. Je m'attendais à des mémoires, je m'attendais à son parcours politique, mais là je trouve des écrits, plein d'écrits philosophiques, historiques, littéraires. Donc, bon, bien sûr, c'est le fils de Tlemcen, donc c'est tout à fait normal, parce que je sais qu'il a aussi été ami du professeur Mahmoud Bouayed, qui était le directeur de la Bibliothèque nationale, et de son frère, docteur Rachid Bouayed, l'ophtalmologue. Donc, je sais qu'ils avaient, parce que comme je les ai connus, donc ils le connaissaient. Donc, je sais de quoi ils parlaient dans leur petite réunion entre amis. Donc, c'est toujours l'Andalousie qui revenait, l'histoire de Tlemcen, la production littéraire, Ibn Khaldoun, Ibn al-Khatib, la musique andalouse. Et justement, lui, il a écrit sur tous ces sujets. On va voir les couvertures. Donc là, on le voit en photo avec des amis. Donc, il était assez grand de taille, je crois. C'est ce qui ressort en tout cas. Voilà. sur les on voit photos, un regard très intelligent, on le voit des yeux perçants. Et ça se voit, donc j'ai ramené quelques photos. Bien sûr que j'ai trouvé sur le net. Oui. Et encore une fois, on déplore un peu l'inexistence d'une... Il y a quand même une page dans Wikipédia, mais qui n'est pas très fournie. Donc, il y a juste quelques éléments biographiques. Juste actualisés avec d'autres informations. Exactement. Là, donc, c'est Tidjini Haddam qui essaie de relier. Donc, c'est l'un de ses livres, De l'Andalousie à la Renaissance. Bien sûr, l'impact de la culture, de la civilisation musulmane médiévale sur la Renaissance, n'est plus à démontrer, bien sûr. Les gens honnêtes le reconnaissent parce qu'il y a eu beaucoup d'effets, de transferts. C'est pas la traduction de l'arabe, de ce qui a été traduit du grec à Bagdad pour le retraduire en langue
latine, donc au Moyen-Âge. Non, c'est pas ça. C'est plutôt un transfert de savoir, un transfert de civilisation, un transfert de beaucoup de questions. Donc on retrouve même les questions existentielles qui existaient chez les savants musulmans, notamment le Ghazali ou Ibn Rushd, chez François d'Aquin ou chez les fondateurs de la culture occidentale médiévale. Donc là, c'est Maraji' Nafisa, ses souvenirs des années passées en poste, donc en tant qu'ambassadeur en Arabie Saoudite. Donc c'est ses mémoires à lui, une partie de sa vie, parce que il en parle, donc il donne des détails. C'est très intéressant. Donc moi, quand j'ai pris, je pense 4 livres, donc ce qui m'intéressait. Donc j'ai oublié de prendre celui-là. Mais certainement, tu vas revenir pour le prendre. Exactement, donc il ne faut pas les rater. Et là, c'est Zuhur al-Basadin Andalusia wa Ushaq Tarab al-Ash'ar. Ça, on voit le mélomane qui s'intéresse à la musique andalouse. Enfin, ce qu'on appelle chez nous la musique andalouse, mais c'est comme l'appelait professeur Mahmoud Bouayed, c'est la musique classique algérienne. Donc il donne, donc c'est un choix. En plus, comme il écrit en français, donc c'est accessible. Donc, lui, il maîtrisait les 2 langues, même pour les anciens qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Donc ça leur donne une fenêtre sur une culture qu'ils aimeraient. Je sais qu'il y a beaucoup maintenant d'anciens, de retraités surtout, qui maîtrisent la langue française, qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Donc ce genre de livre peut les intéresser. Rendre la formation effectivement accessible par rapport à ces sujets. Tu as eu l'occasion de les consulter, de les lire? Pas tous. Donc je les ai feuilletés quand j'ai pris. Donc quand je les ai pris, donc le premier qui m'a interpellé, c'est on va voir, c'est un travail sur des questions philosophiques d'islamologie. Donc je me suis arrêté ça. Bien sûr, il y a celui-là aussi qui m'a interpellé, de la civilisation musicale andalouse, parce que comme c'est une question qui revient souvent, l'origine de la musique andalouse algérienne, est-ce qu'elle est andalouse, comment elle a été importée, l'histoire des 3 écoles, Cordoue, Séville et Grenade, donc qui sont partagées l'Afrique du Nord. Donc tout ça, donc c'est des hypothèses. Est-ce qu'on a des sources, est-ce qu'on a des preuves palpables? On n'en a pas. Donc, il faut le dire d'emblée. Mais c'est un travail, c'est un chantier qui reste ouvert, qui est très intéressant, parce qu'il y a une nomenclature, il y a un vocabulaire propre à la musique andalouse algérienne qui est différent des 2 autres, enfin je parle du centre bien sûr, des deux autres écoles. Donc on se demande comment ça se fait et quelle a été l'évolution. Là, c'est plutôt ce qui m'a interpellé, c'est les écrits philosophiques d'islamologie. Donc, c'est un travail très consistant, c'est un travail très intéressant. Donc, il repasse un peu les grandes figures, les grandes questions de l'islamologie, mais avec un angle d'attaque philosophique, ce qui n'est pas évident, parce que ce qui se fait maintenant, c'est un peu l'historiographie de la philosophie ou de l'islamologie. Il n'y a pas de travail de réflexion, donc en termes carrément de philosophie, discuter les questions et essayer de comprendre le fond des choses. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc j'aimerais bien un jour voir tout ça étudié dans une thèse de doctorat, par exemple, une analyse de ces écrits, essayer de voir donc ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, les sources, on discute un peu. Il y a un autre livre, je crois, qui reste. Donc, écrit et réflexion philosophique aussi. Donc, tout ça, c'est Tidjini Haddam qu'on ne connaissait pas. Oui. C'est l'autre facette. C'est l'autre facette cachée d'un intellectuel qui a eu une destinée politique. C'est un choix. Il a fait son choix mais qui est quand même resté attaché à sa formation et qui a été aussi. Et on voit aussi les questionnements qui ont marqué sa vie, qui ont marqué son passage, son parcours. Et ça reste quand même, Ahmed, des questions toujours d'actualité, des questions qui nous suivent finalement jusqu'à maintenant, et ça reste des questions ouvertes qu'on peut toujours revoir. Je parle bien sûr sur le plan scientifique, sur le plan études et recherches, donc on peut toujours revoir, qu'on peut toujours compléter.
Exactement, parce que on finit jamais parce que de temps en temps, on a de nouvelles sources qui apparaissent, on a un manuscrit caché par-ci, un autre caché par-là qui apparaît. Donc, et puis, bien sûr, il y a aussi le travail des universités, surtout, et des centres d'études en Europe, donc, qui, eux, essayer un peu de barricader, de proclamer l'originalité, l'authenticité de leur civilisation, de leur philosophie, alors qu'on sait, tout le monde le sait, donc il n'y a pas, même le mot d'orientation, orientez-vous, ça veut dire dirigez-vous vers l'Orient, donc tout le monde sait que, donc c'est pas vrai, la civilisation était en Orient, elle est orientale d'origine, donc même les Grecs, quand on les voit maintenant, ils sont plus rattachés en termes civilisationnels à l'Orient qu'à l'Occident. Donc, mais bien sûr, c'est des questions qui reviennent. Donc, point de vue historique, il y a toutes ces questions. Et le fondement de ces questions, donc les questions principales, les questions existentielles, les questions de l'au-delà, les questions de Dieu, les questions de tout ce qui a trait au dogme, tout ce qui a trait aux questions philosophiques principales, elles n'ont pas changé. Parce que même quand on voit les soucis des grands philosophes égyptiens, donc ça fait 3000 ans, c'est les mêmes questions qui reviennent, donc avec un tout petit changement par-ci, par-là, mais l'homme est resté... Toujours les questions existentielles. Exactement. L'homme est resté homme, donc avec ses besoins, avec ses questions, avec surtout ses soucis et ses inquiétudes. Donc c'est ce qui aussi motive que c'est des questions qui reviennent, parce que c'est le même homme qui revient, qui est sur Terre, et c'est les mêmes questions. Donc parfois, on se contente de réponses superficielles, mais il y a des gens qui ne se contentent pas de ces questions, comme on l'a vu avec Tidjini Haddam, donc qui s'intéressent au fond des choses. Et c'est ce qui fait l'avantage, l'intérêt d'étudier le travail de cette élite qui a travaillé à un certain moment en Algérie, une certaine époque, qui a été active dans l'Algérie post-indépendante. Donc, c'est ce qui nous intéresse un peu, donc de voir que les questions philosophiques ont parcouru les siècles depuis le fondement de l'Algérie, depuis Saint-Augustin, depuis Apulé, jusqu'à Tidjani Haddam, et encore plus loin, jusqu'à Saïd Chiban, qui est décédé tout récemment. Voilà, effectivement. Donc on rappelle que ce sont donc des écrits qui sont disponibles. Exactement. Exactement. Actuellement, on les trouve dans les... On ne va pas leur faire de la publicité, je ne sais pas si on a le droit, mais ils sont disponibles dans les librairies. Donc, pour ceux qui s'intéressent, donc il y a plusieurs, en fait, c'est une panoplie de sujets qui peuvent intéresser les uns et les autres. Et découvrir un peu cette facette cachée du docteur Tidjini Haddam Rabbi yarhamou. Il est décédé en 2000, ça fait déjà 23 ans. Voilà, oui. Ça fait quand même. On lui rend hommage posthume. Je pense qu'il n'y a pas eu de colloque sur son œuvre. Donc peut-être quelqu'un va le faire, Inch'Allah. Probablement. Donc on commencera par les universités déjà. Exactement, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous avons un événement très intéressant à la Bibliothèque nationale. Il est bien sûr, l'événement est public, il est ouvert au public. C'est A'lam al-Jazair wa Hawadiruha. Donc, on va parler des grands noms de la civilisation algérienne, donc depuis le temps. Donc, c'est un programme varié qui peut être très intéressant. Déjà, on annonce aussi le 20e mai, on va célébrer le 20e anniversaire du séisme de Boumadès, Rabbi yarham li matou, Inch'Allah. Donc, c'est le moment de faire un bilan. Et justement, le CRAG, le centre de recherche à Bouzaria, que les gens connaissent, qui donne les magnitudes des séismes, c'est aussi l'Observatoire d'Alger. Donc, il va organiser le 20e mai des portes ouvertes. Donc, dimanche 21 mai, porte ouverte à partir de 14h. Donc, pour que les gens arrangent leur agenda et fixent. Donc, cette date, c'est très important. Tout le monde est le bienvenu. Donc, venez, ramenez vos enfants. Il y aura plein de parcours pédagogiques, des activités, des conférences. Donc, et tout le monde est invité, bien sûr, à venir. Voilà, un autre rendez-vous. Oui, d'ici donc la fin de semaine, c'est toujours le mois du patrimoine. Au musée d'art d'Aouj Lamia, il y aura donc des expositions. Il y aura aussi une conférence sur le service qu'a rendu l'alphabet arabe aux langues africaines. Donc il y a quelques langues africaines, enfin qui sont déjà nombreuses, qui ont utilisé l'alphabet arabe pour l'écriture. Donc c'est très important.
Mais il y a aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de centres d'études africanistes donc de par le monde. En Algérie, je n'en connais pas, donc ça serait aussi important d'en créer un. Et cet alphabet aussi, qui est utilisé jusqu'à présent, actuellement, donc au Nigeria, au Niger, donc ils utilisent l'alphabet arabe pour écrire les langues locales. Donc, on va en parler, Inch'Allah, dans une présentation, dans une conférence. Inch'Allah. Donc, il faut juste être branché pour les dates. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Ahmed, encore une fois, de nous faire découvrir l'autre facette donc, de Tidjini Heddam la Saleh. Et puis, bon courage pour cette semaine. Merci. Voilà, merci beaucoup, Ahmed. On se voit samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre rencontre. Cette fois-ci, encore une fois. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la technologie, mais surtout l'impact de la technologie sur notre santé. Et ben, c'est une question à laquelle notre ami Faria Al-Hamdi a tenté de répondre dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Migraine, perte de mémoire, fatigue et apparition précoce de la maladie d'Alzheimer. Voilà quelques-uns des symptômes et des effets secondaires que certains scientifiques attribuent à une utilisation intensive du portable. Si on va parler sur le plan de la santé mentale, là c'est vrai qu'on ne donne pas ou là on ne comprend pas réellement est-ce que cela peut causer de la déprime ou là pourquoi on est tout le temps dégoûté, déprimé, pourquoi on ressent de l'anxiété de plus en plus. Eh bien, si on est H24 sur nos téléphones, c'est parce que le cerveau d'Yanna, il sécrète la dopamine qui est une hormone, l'une des hormones du bonheur, d'accord ? Donc, on est addict à ces petites doses de dopamine que le cerveau sécrète, d'accord ? Donc, au lieu que le cerveau sécrète cette dopamine ou cette hormone en faisant du sport, en faisant de la méditation, en sortant par exemple en famille ou là, en faisant des activités réelles, le cerveau d'Yanna, il sécrète ça tout en étant assis sur notre bureau ou là sur notre canapé et être sur notre téléphone ou là sur les réseaux sociaux ou là sur YouTube ou là. Les scientifiques s'inquiètent des taux élevés chroniques de cortisol que génèrent dans l'organisme intensif des téléphones portables. Les relations aujourd'hui interfamilles, ce n'est plus comme avant, mais surtout en fait, c'est qu'on ne vit plus la réalité parce que cette réalité, on la trouve sur nos téléphones. Donc on ne donne plus l'intérêt de vivre réellement cette réalité, la vraie vie, si vous voulez. Que ce soit amitié, par exemple, c'est devenu sur les réseaux. Famille, c'est devenu sur les réseaux. On peut trouver des groupes carrément sur WhatsApp, famille, amis, ceci. Donc, les infos, même, vous savez, quand il s'agit de réussite ou la haja, eh ben, on est plus là à partager sur les réseaux plutôt que partager en famille. Tablettes, ordinateurs portables, smartphones et autres objets connectés ont envahi nos foyers. Et la surexposition aux écrans fait déjà des ravages sur le développement des plus jeunes. Qu'en est-il de la vie des familles ? احنا بكري ما كانش عندنا تليفون، ما كانش عندنا اتصالات، ما كانوش كانت الاتصالات بيناتنا، كان زعما واحد كيسحق حاجه ولا يروح عند جارو، واحد كيسحق صاحبه يروح لعنده، واحد ودوكا كتشوفي تليفون نهار كامل وهما شايدينو، ما تجي تعقب عليه تقول له السلام عليكم ما يرجعلكش، تروح ليه للدار باش تقصر معاه في الدار ولا تلقى روحك شوك تهضر وحدك. سي لا كاتا. Et là, vous pouvez, enfin, je ne sais pas, je plains les parents qui ont des enfants et on n'arrive pas à les maîtriser. Alors, que ce soit dès le plus jeune âge jusqu'à l'adolescence et plus, ils sont accros à ça, au réseau. Alors, si ce n'est pas la tablette, c'est le truc, l'iPhone. Et encore maintenant, c'est les plus sophistiqués. On est tout le temps occupé avec le téléphone. أنا نشوفوا في الفيلم، نشوفوا في يوتيوب، نشوفوا tout ça. ننساو روحنا parfois. Et le temps passe, on se rend compte que parfois que جوزنا 3 سوايع 4 سوايع à regarder son téléphone, à regarder son micro. Donc, en quelque sorte, parfois c'est une perte de temps. Cet appareil n'est pas utilisé dans le bon sens. Et ثانية كما قلتي ننساو peut-être شكون قاعد قدامنا، ننساو شكون مقابلنا.
Mais selon la psychologue, les mobiles envahissent tellement nos espaces de vie qu'il est essentiel de savoir comment les intégrer dans notre quotidien pour qu'ils ne soient pas un problème. Il faut donc imposer des règles à nos enfants ainsi que des valeurs. Voilà, imposer des règles aux enfants, c'est ce qu'il faut faire effectivement pour les protéger aussi leur santé. Cette fois-ci, parlons de santé publique, parlons de l'autisme. Un événement, on vous le disait ce matin, a été organisé. Il s'agit d'un colloque autour de la prise en charge de l'autisme. Nous en parlons ce matin en compagnie de Madame Naïma Almena. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes la présidente de l'association Jisr El-Wafa. Oui. Et vous co-organisez cet événement en compagnie de M. Abdelghani Abdouche. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Et vous êtes le président de l'UFAL, membre fondateur aussi de Jisr El-Wafa. Absolument. Voilà. Et bien entendu, un événement a connu la participation de spécialistes. L'un est parmi nous ce matin. Donc, docteur Abdelkarim Houbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre. On ne vous a pas vu depuis le Covid, je vous le disais tout à l'heure. Oui. Voilà, aujourd'hui, il y avait autre chose à faire aussi. Voilà, effectivement. Sur le terrain, voilà. Sur le terrain. Oui, il y a toujours beaucoup de choses à faire, justement, dont l'autisme. D'ailleurs, nous en parlons ce matin. Je tenais à vous remercier, Monsieur Abdouche. Vous ne venez jamais sans vos fleurs. Donc, un magnifique bouquet de fleurs que vous nous offrez ce matin pour l'équipe Bonjour d'Algérie. L'accueil est tellement agréable que ça va de soi. Alors, je commence par vous, Madame Elmena. Donc là, c'est un colloque que vous avez organisé autour de l'autisme, autour de la prise en charge de l'autisme. Donc, dans quel cadre vous organisez ce colloque? Nous organisons ça dans le cadre de partenariat avec UFAL. On a, après le Covid, le public était assoiffé aussi d'avoir un colloque ou d'avoir des connaissances ou des informations là-dessus. On s'est basé sur ça. Effectivement. Ouais. Et justement, M. Abdouche, dans ce sens, vous travaillez beaucoup par rapport à la santé publique, par rapport à apporter d'ailleurs des connaissances, des expériences d'un peu partout dans le monde pour enrichir un petit peu cet échange d'expériences, n'est-ce pas? Absolument. Pour nous, c'est un continuum scientifique, puisqu'il a démarré il y a belle lurette. Si on compte juste le partenariat avec Jisr El-Wafa, c'est depuis 2015 à ce jour. 2015 à ce jour, il ne s'est pas passé une année sans qu'on organise une conférence, non pas pour le plaisir d'organiser une conférence, mais pour faire avancer effectivement les choses. Et on pointe, nous, les problèmes là où ils existent. Vous savez, comme on dit, le diable se niche dans les détails. Et dans une prise en charge globale comme ça, il y a souvent des failles. Et ce qu'on veut, nous, c'est combler ces failles par l'apport d'informations importantes pour améliorer la prise en charge, qui est d'ailleurs l'intitulé du colloque qui va avoir lieu demain, en fait, demain après-midi. Voilà, alors justement, Dr Houbi, par rapport encore une fois à la prise en charge de l'autisme, là quand même on sort d'une grande pandémie quand même qui a touché le monde entier, et bien sûr tous les secteurs ont été touchés, le secteur de la santé n'est pas en reste, et ce qui a un petit peu impacté, c'est un petit peu ceux qui ont été le plus impactés, ce sont les autistes, parce que finalement durant le Covid, il y a eu confinement, il y a eu rupture, il n'y a pas eu vraiment de contact entre l'autiste, enfant autiste ou adulte autiste même, et son médecin ou son psychologue. Et donc, les parents ont ressenti une petite dégradation généralement de leurs enfants. Et là, donc, c'est un autre challenge finalement après le Covid par rapport à la prise en charge des autistes. Exactement. C'est vrai que c'était une période difficile pour les parents, mais c'est une période qui avait aussi le côté positif, on va en parler. C'est-à-dire que les parents n'avaient pas l'habitude de rester à la maison avec leur enfant qui est en difficulté. À partir du moment où ils se sont retrouvés dans des conditions où l'enfant est obligé de rester à la maison et que parfois la maman prend un arrêt de travail ou doit rester avec son enfant, je pense qu'elle a ressenti plus encore les difficultés que représente son enfant et que les centres, crèches, écoles
lui avait donné quand même un allègement dans ce sens-là. Et quand elle est restée avec lui à la maison, c'était difficile pour elle. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes, de professionnels qui ont accompagné ces parents-là, que ce soit par les visioconférences ou par téléphone. Puis on faisait des prises en charge, mais au lieu de prendre en charge plusieurs enfants, 2 ou 3 à la fois, on prenait un enfant sur rendez-vous. Du cas par cas. Du cas par cas. Et puis l'enfant autiste a eu un soulagement dans quel sens en période de Covid? C'est que la société était calme. Il n'y avait pas trop de bruit, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de centres commerciaux qui sont ouverts avec la musique et tout. Et c'était apaisant pour cet enfant. Malheureusement aussi pour lui, qui n'avait pas aussi de lieu de détente. De lieu de détente. Et puis l'enfant autiste, vous savez, quand il passe par une période difficile, c'est vrai qu'il revient un peu en arrière, mais ça se récupère. Ça se récupère avec un travail juste après, surtout la guidance parentale, surtout. Voilà. Donc là, c'est encore une fois un travail de sensibilisation par rapport aux parents, à donner les meilleurs outils finalement aux parents pour pouvoir continuer un petit peu, faire vraiment un travail de continuité avec ce que fait le corps médical. Les parents, il faut les accompagner. Il faut vraiment les accompagner. Et pour accompagner les parents, il faut des professionnels. C'est pas n'importe qui peut accompagner le parent. Et j'ouvre une petite parenthèse aussi. C'est pas n'importe qui aussi qui peut voir YouTube ou Google et se dire je peux. Je peux. Il y a des professionnels pour ça. Et ces professionnels doivent se mettre à jour à chaque fois. C'est ça. Déjà, même nous, les médecins, on se met à jour à chaque fois parce que les recherches et la science avancent rapidement. Rapidement. Puis, il suffit, on ferme les yeux, on ouvre les yeux, il y a beaucoup de choses qui apparaissent ailleurs. Donc, on est obligé d'être à jour. Voilà, justement, et Madame Elmena, alors pour revenir à ce colloque, là on parlait en compagnie du docteur justement de toutes ces nouvelles technologies, de toutes ces nouvelles méthodes de travail, et donc là c'est un colloque qui va revenir sur des thématiques bien particulières. Alors si vous pouvez nous parler de ces thématiques. C'est vrai qu'elles sont particulières, mais moi je ne suis pas dans le domaine scientifique, je suis juste dans le mouvement associatif. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble et tout ça, mais il y a des professionnels, ou alors il y a aussi notre partenaire UFAL c'est eux-mêmes qui ont préparé ce programme. Il pourra, M. Abdouche, en parler plus que moi. Alors, M. Abdouche, probablement, vous allez revenir sur les thématiques que vous avez choisies pour cette journée. Il faut dire qu'il y a beaucoup de facettes et qu'il y a vraiment, j'ai envie de dire, c'est un grand spectre finalement de thématiques, de méthodes à mettre, à promouvoir surtout. Absolument. La thématique, c'est agir pour améliorer la prise en charge médico-sociale des personnes handicapées. Et là, on pose une question, où en est-on en Algérie? Et on fait un comparatif, non pas pour pointer des manques, mais juste pour avoir une idée de ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir essayer d'arriver à ces standards-là. Donc la question c'est, où en est-on en Algérie? En France, par exemple, la prise en charge française, où en est-elle également? Et que dit le DSM-5 en termes de recommandations nouvelles? Le DSM-5, c'est un manuel qui reprend les statistiques et les statistiques de ce qui s'est fait, et puis des recommandations en termes de prise en charge, tout ce qui est en fait, tout ce qui fait évoluer la prise en charge des personnes avec autisme. Et là, donc c'est un manuel. Si on prend parce qu'il y a la présence du professeur Cabut, qui est le patron de la pédopsychiatrie en Lorraine, il est aussi le patron de l'université Lorraine en termes de psychiatrie pour l'enfant et l'adolescence, entre autres. Il est directeur aussi du département universitaire de l'orthophonie. Donc il va faire un comparatif, il va cibler
les avancées, mais aussi les limites. Quand on prend en charge comme ça cette frange de la société, il va pointer les limites, notamment en mettant en exergue les comorbidités chez l'enfant autiste. Alors, les troubles du spectre autistique, plus les troubles déficitaires de l'attention, par exemple, pour ne citer que ça. Que préconise le plan autisme et quelles sont les réalités du terrain. Donc il va pointer du doigt les avancées et les manques. Voilà, c'est pour dire que on avance pas à pas en sachant que, là je rebondis sur ce que disait notre ami le docteur Hobby tout à l'heure, l'idée de l'autisme en Algérie, la discipline en elle-même est toute jeune. Hein? Donc il y a de la marge et il faut vraiment se former comme ça tout au long de la vie avec ces avancées que préconise le DSM-5 et les différents plans autisme avec leurs avancées et leurs manques aussi. Faut-il le préciser. Voilà, alors docteur Habib, je reviens à vous. Ouais. Donc vous allez prendre part à ce colloque avec une intervention et vous, ça va être la prise en charge des autistes, n'est-ce pas? Donc vous allez répondre donc à certaines problématiques, n'est-ce pas? Exactement, c'est-à-dire on va essayer de... Moi personnellement j'ai pris ce sujet pour essayer de voir ce qui se passe sur le terrain, parce que ce qui se passe sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se font. Oui. Par des professionnels, par des jeunes professionnels, aussi par des gens qui ne sont pas du domaine, il faut le dire. Oui. Et ces choses-là, on est obligés, nous les professionnels, de canaliser ce travail et de mettre l'enfant, de mettre des bornes où l'enfant doit être pris en charge. Et finalement, on ne peut pas dire à telle personne ou telle personne, vous ne pouvez pas prendre en charge cet enfant, mais quand on le fait indirectement, c'est-à-dire en utilisant la science, les recherches, un travail vraiment professionnel, les gens qui ne sont pas du domaine s'écartent automatiquement. Oui. Et là, ce n'est pas pour faire du mal à ces gens, mais c'est pour l'intérêt de l'enfant. S'écartent automatiquement, mais parfois l'impact il est négatif aussi. Il est négatif. Voilà. Moi, je leur dis toujours que l'enfant, c'est vrai que, par exemple, dans le domaine de l'autisme, c'est vrai qu'on essaie d'avancer, mais ce n'est pas comme dans un autre domaine, par exemple, de l'industrie ou autre. On se dit, on va arriver dans 10 ans à tel des points de développement, ce ne sont pas des sciences exactes. Dans 10 ans, l'enfant, on aurait perdu beaucoup de générations. Oui. Parce que l'enfant, il n'attend pas le développement de l'enfant. Il est là, il progresse. Donc, on est obligé de l'accompagner et faire les choses convenablement. Et la seule façon de faire les choses bien pour cet enfant, c'est déjà, comme je vous ai dit, il faut la guidance parentale, parce que sans les parents, on ne pourra rien faire à cet enfant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui font un peu de retard par le déni. Mais je reviens encore, le déni des parents, c'est à nous de le prendre en charge. On ne peut pas dire, non, ces parents, ils sont dans le déni, on les laisse et tout. Non, on est là pour prendre en charge ce déni, on est là pour prendre en charge cet enfant. Et surtout, il faut former. Former et les parents et les professionnels pour pouvoir avancer, parce que c'est un travail pluridisciplinaire, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et si beaucoup de patience surtout, docteur. Oui, et si on n'est pas là tous unis à faire quelque chose à cet enfant, on perdra beaucoup de temps pour cet enfant. Et je vous donne un simple exemple. Si par exemple on prend en charge un enfant à l'âge de 2 ans, ou on perd du temps avec cet enfant jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de 5 ans, les parents, la première question, quand ils nous ramènent un enfant de 5 ans, la première question qu'ils nous posent, est-ce que vous pouvez en une année le préparer à l'école ? Et je pense qu'il faut aussi savoir dire que ce qui est impossible est impossible. Je n'ai pas à dire aux parents oui. Je leur dis une réalité, la vraie situation de leur enfant, le vrai développement de son enfant. Et on leur dit bien sûr, on va faire beaucoup de choses, mais on doit les faire ensemble. Et là où on arrivera. Moi, je me dis, l'enfant autiste, les parents, il faut qu'ils acceptent aussi qu'un enfant autiste, quand il est vraiment en difficulté, parce que les autistes sont différents aussi, quand il est vraiment en difficulté, il ne faut pas s'acharner à ce qu'à l'âge de 6 ans, il faut qu'il soit scolarisé. Ça ne fait rien, il peut être scolarisé à l'âge de 7 ans.
Mais l'essentiel, c'est qu'à 6 ans, il a une autonomie, il a un bon contact social, il a une vie ordinaire avec les autres enfants. C'est ça le plus important. Oui. Sinon, la scolarité, écoutez, il y a des enfants qui... nous, par exemple, nous, en tant qu'adultes maintenant, qui peut savoir que moi, par exemple, j'ai raté une année ou j'ai redoublé? Personne. Je suis USS, ça s'arrête là. Donc, finalement, c'est vrai que quand on est parent, on est vraiment acharné, mais finalement, 1 année, 2 années, c'est rien. L'essentiel, c'est d'arriver avec un adolescent, un adulte qui est autonome, qui est sociable, qui peut se prendre en charge et qui peut avoir une vie. Finalement, c'est un travail quand même assez difficile, hein, à faire avec les parents, parce que là, c'est toutes les priorités qu'on va revoir. Parce que c'est vrai que lorsque nous sommes avec un enfant dit normal, on arrive à être exigeant et on arrive à imposer un petit peu des résultats. Mais c'est vrai que lorsqu'on est avec un enfant en difficulté, là, c'est tout l'ordre de priorité qui doit changer. Et donc, finalement, le plus gros travail, si je comprends bien, docteur, c'est avec les parents. Plus qu'avec l'enfant lui-même. Et puis, les parents ils font plus que nous. Oui. Et on apprend des parents. Moi, durant les années où j'ai pris des enfants autistes en charge, j'ai appris beaucoup de choses des parents. Oui. Parce que quand il y a une maman ou un papa qui vient nous dire « Voilà, mon enfant, voilà ce qu'il fait, il est en train de faire. Voilà, j'ai remarqué que mon enfant, quand je lui fais telle chose ou quand je l'encourage de cette façon, il se stabilise mieux. » C'est des choses qu'on n'a pas lues dans les livres. Mais c'est le vécu. Et de ce vécu, on apprend beaucoup de choses. Et ce que m'explique là-bas une maman à propos de son enfant, j'essaie de voir est-ce que ça peut s'appliquer avec un autre enfant. Voilà. Il faut faire aussi des rencontres de groupes de parents. C'est ce qu'on appelle les groupes de parole parce que c'est important. Il y a une maman ou un papa, des parents qui sont en détresse. Mais quand ils rencontrent d'autres parents qui sont dans la même situation, et il y a des parents qui sont dans un degré de détresse plus important que d'autres, ou alors moins, ils s'encouragent entre eux, ils se donnent du courage. C'est des expériences, des anecdotes entre eux. Donc finalement, on les salue, les parents, parce que vraiment, le travail qu'ils font, il est Et il n'y a pas que les parents. Dans l'autisme, moi j'ai appris une chose, qu'on apprend l'autisme avec l'autiste. D'accord. On apprend beaucoup de choses avec l'enfant lui-même. Oui. C'est pour ça que la prise en charge, il faut qu'on soit vraiment... Ils sont impressionnants, hein, les autistes, parfois. Souvent même. On apprend beaucoup de choses avec eux. Mais en fait, il n'y a pas que les parents et l'autisme, il y a aussi la famille, il y a les frères et sœurs aussi. Les frères et sœurs, c'est un côté très important. C'est un côté très important. Parce qu'ils ont un apport, comme vous l'avez dit, mais il ne faut pas oublier aussi que cette fratrie, c'est des enfants aussi. Oui. Ils ont le droit de vivre leur vie d'enfant, comme les autres enfants. Et parfois, malheureusement, par exemple, une fille de 10 ans, 11 ans, elle est obligée d'aider sa maman parce que l'enfant de 2 ans est autiste. Elle est obligée d'être là, à le surveiller, à le garder. Elle ne profite pas avec ses camarades de classe. Vous savez, c'est à gérer. C'est à gérer. C'est pour ça que quand on prend en charge un enfant autiste dans son milieu familial, moi, je leur dis que rapidement, on fait partie de la famille. Voilà. On fait partie de la famille et on doit savoir tout. Effectivement. Parce que sinon, si les parents ne disent pas toute la vérité, c'est du temps perdu pour l'enfant. C'est du temps perdu. Voilà, effectivement. Alors, Monsieur Abdo, je reviens à vous. Il faut dire que là, on parlait en compagnie du docteur Habib par rapport non pas à la prise en charge de l'autiste lui-même, mais des parents aussi, parce que ça reste quand même un maillon très fort de la chaîne de la prise en charge. Alors là aussi, il y a beaucoup d'autres méthodes finalement de la prise en charge, de l'accompagnement, surtout des parents, pour encore une fois avoir des résultats prometteurs et des résultats positifs avec l'enfant autiste. Absolument, sauf que je vais apporter quand même un petit bémol. Alors, actuellement, les prises en charge standards, d'abord, ça se fait chez nous, évidemment, mais on ne le dira jamais assez, le diagnostic précoce, il est très important. En plus, pour poser un diagnostic, il faut que ce soit une équipe pluridisciplinaire qui le fasse. Elle ne va pas le faire comme ça en claquant des doigts, elle va attendre un bon moment avant de diagnostiquer, de poser un diagnostic. Une fois que ce diagnostic est acquis, cet enfant-là, il faut le préparer effectivement à une inclusion scolaire, mais pas n'importe comment. Il y a un cheminement auquel adhèrent généralement les parents, mais ce cheminement, il est fait par des équipes spécialisées. Si on prend par exemple à l'étranger, il y a ce qu'on appelle les CESAD. On prépare l'enfant, on lui donne les codes.
On lui donne les codes, on l'éveille au code. Et par exemple, un lacet, ça sert à quoi? Un lacet, on lui apprend à faire son lacet doucement comme ça. Pendant 3-4 ans, il est pris en charge, non seulement au niveau d'un CESAD, ou alors par des équipes pluridisciplinaires qui dans des unités de maternelle adaptées. Ce sont des unités adaptées dans un cadre tout à fait ordinaire, mais c'est une classe spécialisée avec 4-5 enfants qui sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Je vous parle d'un vécu, là, avec un parent proche. Donc, un enfant de 3 ans qui va rentrer, là, au mois de septembre, dans une UMA. Donc, c'est une unité spécialisée. Il y a 7 enfants. Ils seront pris en charge parce qu'on va leur apprendre à être propre, on va leur apprendre à monter un escalier, à descendre un escalier. Ceux qui ont un enfant autiste à un degré avancé savent de quoi je parle. Voilà. Donc, il y a une prise en charge qui est faite par une équipe spécialisée. Et les parents sont là, non seulement ils sont soulagés parce que ça reste une prise en charge extérieure. Après, ils prennent le relais à la maison, évidemment, quand l'enfant est de retour. Et là, il est pris toute la semaine, l'enfant. Hein. Toute la semaine, dans des UMA. Les UMA, c'est assez... on prépare l'enfant. À 6 ans, cet enfant n'est pas en décalage. Il arrive à l'école exactement comme les autres élèves, et là, il n'est pas en décalage. Il sait ce à quoi sert un crayon, il sait ce à quoi sert un cahier, etc. Il a les codes, on va dire. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des méthodes qui accompagnent l'enfant, et l'enfant à l'âge adulte, donc il peut effectivement arriver quand même à un stade très avancé. Hein. Nous avons eu quand même, docteur, il faut le dire, des autistes qui ont eu leur bac, qui ont fait des études supérieures qui font des choses extraordinaires. Oui, on a ramené ici, si vous permettez, Stéphanie Bonneau-Brier, qui est une autiste Asperger de haut niveau. Elle participe au plan autisme algérien. C'est une personne qu'on a ramenée ici 2-3 fois. Elle est extraordinaire de génie. Mais aussi notre ami Joseph Chovanec aussi, qui est un docteur en sociologie. Il parle 6 langues, dont l'arabe. Hein, ça sera notre deuxième colloque d'ailleurs, il sera là. Voilà, oui, il y a des génies, mais ce sont des autistes Asperger. Hein, un autiste qui est un autiste lourd, malheureusement, ne peut pas arriver à ce stade-là, mais il a un confort de vie qu'il peut gagner lorsqu'il est pris en charge très précocement. Voilà. Alors, je reviens à vous, Madame Elmenda. Quelles sont un petit peu vos attentes de ce rendez-vous? Beaucoup de choses. D'abord, il va y avoir des participants, des personnes sur le terrain, des professeurs, des médecins et tout ça. J'espère que ce colloque va leur ramener beaucoup de choses et ça va être un plus pour nous, pour l'Algérie, pour faire avancer Parce que vous, en tant qu'association, vous êtes très active sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, on attend, comme M. Abdouche a dit, un deuxième colloque bientôt. Ça, c'est le premier colloque dans ce sens, scientifique. Et il va y avoir un deuxième aussi... pour la continuité. Quoi. Voilà. Mais sinon, docteur, pour revenir à vous, en attendant le deuxième colloque, en attendant les recommandations donc, de celui-ci, si on peut se poser la question, l'autisme en Algérie, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je dirais que l'autisme en Algérie, c'est vrai que comme partout dans le monde, le nombre augmente. Mais le nombre augmente, ce n'est pas parce que seulement l'autisme, les cas d'autisme qui augmentent. C'est parce que aussi il y a une bonne partie des professionnels qui connaissent mieux l'autisme maintenant. Il y a les parents qui sont mieux informés, donc et ils sont attirés par certains comportements qu'ils ne connaissaient pas avant. Maintenant, je me dis, si avant, moi en tant que professionnel, je ne connaissais pas bien l'autisme et je mettais tous les bleus là, sont des autistes. Aujourd'hui, je connais mieux l'autisme et je découvre que les gens là, finalement, c'est des signes d'autisme. Donc, je les mets avec les bleus. Et je vois le nombre augmenter. Donc, ce nombre augmente, c'est aussi par rapport à cette meilleure prise en charge et meilleure connaissance de l'autisme.
Seulement, moi, je me dis, c'est vrai que, comme a dit M. Abdouche, le diagnostic précoce, c'est très important. Oui. Parce qu'un diagnostic précoce nous permet une prise en charge précoce. Une prise en charge précoce nous donnera de meilleurs résultats. De meilleurs résultats, effectivement. Vous savez, quand on enlève le stress aux parents, oui. trop tôt, on aura de meilleurs résultats avec eux aussi. Un parent qui vient avec un enfant âgé de 2 ans n'est pas du tout le parent avec l'enfant qui vient avec le parent qui vient avec un enfant âgé de 5 ans. Vrai. Il est stressé, il est pressé que son enfant aille à l'école, il me stresse à moi, il me demande plus que je peux faire, et ça, la prise en charge devient difficile. Voilà, mais je me dis toujours, il ne faut pas se précipiter à mettre une étiquette. Ce n'est pas en une consultation d'orthophonie, de psychologie, ou de pédopsychiatrie, ou de pédiatrie, l'enfant il sort avec une étiquette, il est autiste. Non. Du moment prendre le temps donc, de faire un diagnostic. Du moment qu'il y a un trouble du comportement, ce trouble du comportement, il est là. Je commence à le prendre en charge. Maintenant qu'il soit autiste ou autre chose, un autre trouble du neurodéveloppement, là, moi, je suis là pour prendre en charge ce trouble du développement et l'améliorer. Maintenant, au bout de 2-3 années, ça se confirme que c'est un autiste et que le tableau se complète. J'aurais gagné beaucoup de temps. Ça se confirme que ce n'est pas de l'autisme, c'est autre chose, et j'aurais gagné encore beaucoup de temps. Voilà, surtout. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On donne rendez-vous demain. Donc, le colloque se déroulera demain, dimanche 14. Ça va se faire de 13h à 17h au niveau de l'auditorium de l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Naïma Al-Menna, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Jisr El-Wafa. Monsieur Abdelghani Abdouche, merci beaucoup. Vous êtes président de l'UFAL et aussi membre fondateur de Jisr El-Wafa. Docteur Abdelkarim Hobbi, merci encore une fois. Vous êtes pédiatre et donc rendez-vous pris demain pour le premier colloque. Voilà. Merci à vous. On continue. On va aller du côté de Cherchel cette fois-ci pour découvrir ce magnifique musée à ciel ouvert en compagnie de Saïda Mayouf et on se retrouve juste après. Après un trajet de 100 km depuis Alger, nous nous retrouvons sur la grande place publique du centre-ville de Cherchel. Des arbres majestueux et des vestiges romains antiques ornent la place, dont une magnifique fontaine qui trône, un trésor à ciel ouvert. Le musée public national de Cherchel, attenant à la place publique, conserve des pièces muséologiques antiques, retraçant le passé de la ville de la préhistoire aux périodes grecques, romaines, ottomanes, ainsi que des vestiges du site archéologique de Césarée de Maurétanie. Le musée public national de Cherchel, construit en 1908. Il a une architecture de style mauresque qui se compose de 4 galeries qui s'ouvrent sur un patio. Le musée abrite plus de 500 objets de la période romaine qui a été découverte à la ville de Cherchel et qui date de 25 avant Jésus-Christ jusqu'à 40 après Jésus-Christ, de l'époque royale de roi Juba II et son fils Ptolémée. Ce haut lieu de l'histoire de la Numidie raconte notamment les divinités de l'époque. L'une des pièces maîtresses se trouve être la mosaïque de plus de 5 mètres de long relatant les travaux champêtres. Elle représente le travail dans le champ. Comme vous voyez, on a 4 registres de mosaïque. Le premier représente le labour, le deuxième les semailles et le troisième et le quatrième représentent la prise en charge de la vigne. La mosaïque elle est datée du IIIe siècle. Cette institution muséale n'a de cesse de valoriser et divulguer cet héritage culturel, notamment à travers la valise muséale. اليوم كي جيت فريمون ça a été fantastique très bien mieux qu'avant de toute façon il y a l'extension il y a la propreté tout ce qu'il faut حاجة روعة. La collection est très riche de toute façon. Le musée a adopté ce qu'on appelle la valise muséale, qui est une sortie vers les zones un peu reculées, et afin
permettre aux gens qui n'ont pas la chance de venir au musée et de voir et d'avoir une idée sur le musée et ses collections à travers des expositions itinérantes et des projections qui parlent de l'historique de l'institution, qui représentent ses collections. Comme cette année, le mois du patrimoine s'inscrit sous le slogan « Le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains », une vidéo en 3D est prévue à cet effet. Le buste de la déesse Africa était trouvé à Cherchell et pour mettre un peu de suspense et attirer le public vers nous, ajouter au support textuel une vidéo qui montre au public, aux étudiants, aux gens intéressés, les différentes étapes de la mise en place d'une réalisation ou une reconstitution 3D. Le patio de cette demeure comprend un jardin épigraphique offrant tout un voyage à travers le temps. Iol, Césarée, Cherchell, la ville aux trois noms aura occupé une place prépondérante dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Et c'était donc le musée de Cherchell en compagnie de Saïda Mayouf. À présent, nous allons nous intéresser aux technologies puisque Algérie Télécom apporte de nouvelles solutions pour le développement de la pédagogie, des méthodes d'enseignement à travers les visioconférences. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité Azdine Harik. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes le directeur de la communication d'Algérie Télécom. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes là parce qu'on va revenir sur une nouvelle offre que vous offrez cette fois-ci sur le plan médical. Des journées d'études ont été organisées autour de la parascopie. Tout à fait. Alors, bonjour, donc merci pour l'invitation. Effectivement, c'est une première qui a été réalisée à titre expérimental, qui a été réalisée avec l'hôpital de Tizi Ouzou, le CHU de Tizi Ouzou. Donc, Algérie Télécom, c'est la direction opérationnelle de Tizi Ouzou, en collaboration avec les équipes techniques et commerciales de la direction corporate, ont fait une opération avec le CHU de Tizi Ouzou qui consiste à les accompagner durant les 2 jours de médico-chirurgical laparoscopique avancée. C'est-à-dire que c'est des interventions par voie laparoscopique qui ont été réalisées par des professeurs au niveau de Tizi Ouzou. La nouveauté, c'est que Algérie Télécom a mis en place un système de visioconférence. Et ce système de visioconférence qui a permis aux étudiants, aux médecins, un bon nombre d'étudiants et en médecine et de professeurs et tout le corps médical d'assister en direct à ces opérations comme s'ils étaient à l'intérieur du bloc opératoire. Donc ils étaient dans une salle de conférence à côté, il y avait une centaine de personnes, ils ont assisté en direct, ils écoutaient le professeur en train de faire son intervention chirurgicale et aussi ils regardaient, ils ont suivi toute l'intervention. Donc il y a une dimension pédagogique à la chose et c'est ça la nouveauté quelque part et c'est ce qui appelle les technologies de l'information et de la communication grâce à Internet, grâce à la visioconférence, ça a permis aux gens de suivre ces opérations. Voilà, alors nous avons une vidéo, vous nous avez ramené une vidéo pour savoir comment les choses se sont passées. Je vous propose donc de voir cette vidéo, on se retrouve juste après.
Ah, ça reste quand même impressionnant. Hein. Bien sûr. Alors voilà, donc c'est une méthode donc, de travail, d'enseignement, d'ordre très pédagogique. Donc c'est ce qui permet finalement aux étudiants de mieux suivre. Donc ça a été une expérience qui a été faite à l'hôpital de Tizi Ouzou, c'est ça? Oui. Donc ça a été une expérience qui a été faite le 10 et le 11. Nous souhaitons fortement la rééditer au niveau, pourquoi pas dans d'autres villes du pays, dans d'autres CHU. Nous remercions infiniment les responsables à la tête du CHU de Tizi Ouzou qui nous ont permis de faire avec eux cette opération et que cette opération soit une réussite. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une opération qui a un but pédagogique et habituellement, sans les technologies de l'information et de la communication, il n'y a que 1 ou 2 étudiants qui pourront suivre une opération chirurgicale sur lieu. Maintenant, on peut faire profiter le maximum d'étudiants, le maximum de médecins. Et aussi, avec cette solution de visioconférence, nous avons rajouté des équipements qui sont modernes. À l'exemple d'un Idea Hub, c'est un écran qu'on peut déplacer. C'est un écran tactile qui est équipé de dernières technologies, notamment le 4K, c'est-à-dire qu'on peut regarder en 4K. Il est équipé aussi de technologie H265 qui permet de s'adapter un petit peu au débit Internet, c'est-à-dire même si l'opération chirurgicale s'effectue avec une connexion Internet à faible débit, la résolution s'adapte en fonction de la qualité de connexion, c'est-à-dire que ça permet quelque part d'offrir une aisance d'utilisation, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure. Donc c'est toute cette technologie, toute cette panoplie, elle a été testée et nous sommes très heureux que ça soit une réussite. Alors justement, là c'est une réussite, mais aujourd'hui le challenge, j'ai envie de dire, c'est de généraliser un petit peu cette pratique et surtout de la rendre, j'ai envie de la démocratiser au niveau déjà du cursus donc des études et des futurs médecins, donc vraiment l'intégrer carrément dans le programme. Alors que compte faire Algérie Télécom dans ce sens pour généraliser et la rendre carrément un outil de travail pour les enseignants médecins? C'est exactement la stratégie que suit Algérie Télécom, c'est-à-dire tous les efforts consentis en matière de modernisation et de développement de réseaux de télécommunications en Algérie vont justement dans ce sens. Nous développons des réseaux, nous améliorons la qualité de notre réseau à travers l'utilisation de la fibre optique pour permettre dans un premier temps aux citoyens de s'émanciper, d'utiliser ces outils de la meilleure des manières et de la rendre le plus accessible possible. Et nous permettons aussi aux entreprises, aux acteurs de tous les secteurs, notamment la santé, de bénéficier de ces technologies parce que utiliser ces technologies permet d'avoir une meilleure efficacité et utiliser justement les systèmes de visioconférence pour les opérations telles que ces opérations qu'on a effectuées. C'est un outil formidable qui peut aider énormément le secteur de la santé. C'est pour cela que nous avons aussi des accords avec le ministère de la Santé pour mieux avancer et permettre au maximum de CHU de bénéficier de cet outil. Voilà, donc c'est vraiment le généraliser et faire profiter finalement tous les étudiants. Mais sinon, sur un autre registre, donc, quelles sont un petit peu les avancées d'Algérie Télécom dans d'autres technologies, dans d'autres domaines jusqu'à présent? Alors, donc, Algérie Télécom, la mission principale d'Algérie Télécom dans le paysage des télécommunications en Algérie, c'est d'offrir les infrastructures de base pour, comme je disais, permettre aux citoyens de s'émanciper, d'utiliser Internet pour faire évoluer les secteurs économiques. Donc nous travaillons énormément pour développer et moderniser nos réseaux, notamment en utilisant la fibre optique. Aujourd'hui, nous avons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 700 000 clients qui ont été raccordés à la fibre optique, c'est-à-dire la fibre optique à domicile, qui permet d'avoir une haute qualité de connexion Internet et qui permet de réduire significativement les désagréments liés à la connexion Internet. Ça, c'est en ce qui concerne, c'est-à-dire le cheval de bataille d'Algérie Télécom, c'est justement de déployer au maximum la fibre optique. Nous avons, il y a quelques jours, Monsieur le ministre de la Poste et Télécommunications a annoncé
avoir accordé 5 millions de foyers à la connexion Internet, le rythme il est très élevé. Nous avançons à rythme élevé, comme je disais, et nous prévoyons d'ici à la fin 2024 d'atteindre 6 millions d'abonnés, soit les 2 tiers de la population. Et rendre les technologies disponibles, c'est permettre à tout l'écosystème, que ce soit des clients particuliers, que ce soit des professionnels, que ce soit de grandes entreprises, que ce soit des localités ou même des organismes de santé, utiliser ces technologies, ça leur permet de mieux avancer dans leur domaine et d'être au niveau et faire monter en compétences. Voilà, c'est ce qu'on espère en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, ça a été la paroscopie, notre sujet principal aujourd'hui. En tout cas, on vous remercie beaucoup, M. Azzdine Harik. Je rappelle, vous êtes directeur de la communication au niveau d'Algérie Télécom. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée, qui va nous donner plus d'informations sur l'actualité sportive, à savoir la Coupe d'Afrique U17. Mais avant cela, on vous propose cette belle balade à travers ces images.
Et puis Saoura, c'est qualifié. Saoura, Sochleuf, Magara, donc je le disais. Il reste, il reste encore un quart. Et le c'est face à la mythique équipe de la GSE Elbia. On va voir quelques images. Fatah Abada avait fait un très beau reportage jeudi soir dans Weekend Sport. Et cette équipe de la GSE Elbia qui a... on va voir voilà, ces images d'archives. C'est une équipe qui a... comme Daesh, comme Louis, comme voilà, ça c'était la voix de Fatah Abada. Là, c'est l'entraînement. Elbiar se prépare pour affronter l'ogre du CRB. C'est au stade d'Elbiar. Voilà, les champions. C'est une bonne équipe, hein, c'est ce que vous me disiez en tout cas. En tout cas, c'est une équipe formatrice qui a vu grandir beaucoup de clubs. Là, ils jouent en D3, c'est-à-dire 3e division, et ils espèrent encore monter en Ligue 2. L'équipe d'Elbiar, et là, ils vivent un rêve éveillé. Puisque ce soir d'Elbiar, ils vont faire quelques centaines de mètres, monter au 5 juillet. Le match se jouera à 18h au stade du 5 juillet face au CRB. CRB qui reste sur un triste match, le voilà, face au Mouloudia d'Alger. C'était le derby algérois ce week-end. Souvenez-vous, un petit 0-0, mais très petit 0-0. Pourquoi très petit 0-0? Parce que triste, pas de jeu, pas d'occasion, pas de but. Quand je dis petit, oui, nous on aime les buts. Puis comme ça, il y a dit de 18h au stade. Couvrir ce match. Il y aura Magala première division, Cleuf première division. Il n'y a que des équipes de première division pour ces voir. C'est-à-dire des demi-finales. La coupe réserve souvent des surprises. On espère qu'il y en aura encore des surprises. Ce soir Ce soir, évidemment. Et puis, dans les éditions, demain soir, ici même, avec, pas avec vous, avec Aladia Boulmali, je vous donnerai tous les résultats de ces quarts de finale et pour les demi-finales. Voilà, donc ça c'est pour l'actualité de la Coupe d'Algérie. Ah oui, à rappeler qu'il y a un match de mise à jour. Vous savez que la GSK est en train de purger ses mises à jour. La GSK poursuit son opération de sauvetage. Ils ont engrangé beaucoup de points. Belle victoire face à l'USMA. Ensuite, ils ont pris un match nul à Khenchela. Ça leur permet de sortir de la zone de relégable. Ils sont à égalité de points avec le Paradou, mais à la différence de but, la GSK miraculeusement sort de la zone de relégable. Bon, pour rappeler, il n'y a que 2 équipes qui descendent en Ligue 2. Il y a Shelroum Laïd qui est déjà assuré de jouer la Ligue 2 l'année prochaine. Il reste une place dans l'ascenseur qui descend pour l'année prochaine. Cette place, elle est donc à se disputer entre la GSK, le Paradou et quelques équipes. La GSK aujourd'hui reçoit le Bayad à 17h. Pour encore une fois poursuivre son opération de maintien en Ligue 1. La fin de saison, même si on sait pratiquement que le CRB est champion, mais la fin de saison en Ligue 1 est passionnante. On ne sait pas qui va descendre, on ne sait pas qui sera le dauphin du CRB, ça veut dire une place en Ligue des Champions, et le 3e, qui est aussi encore ouverte. Donc ce soir, à suivre, JSK Al-Bayed à 17h au stade du 1er novembre. De Tizi Ouzou. Et là, on peut parler de la Coupe d'Afrique des U17. Voilà, là, on va revenir donc, à l'autre actualité, donc la Coupe d'Afrique U17. Donc demain, finale. Demain, les demi-finales. À Constantine, il y aura donc le match entre le Burkina Faso, et je vais me rappeler de l'autre équipe, là j'ai un petit trou. Et au même moment, mais à 20h, au stade de Annaba, il y aura un certain Maroc-Mali. Ah voilà, Sénégal, le grand favori. J'ai oublié le grand favori. Sénégal, Burkina Faso, à Constantine, Stade Hamlaoui à 17h demain, et puis à 20h au stade du 19 mai 56, il y aura le double M, Maroc-Mali à 20h pour une place en finale. La finale, c'est le 19 au stade Nelson Mandela de Brakli.
Voilà, donc on aura les résultats demain et on saura qui seront les qualifiés pour demain, la 22h, finale. on connaît l'affiche de cette finale algérienne de la CAN U17 2023. Voilà, U17. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Riyad, pour toutes ces informations. On se retrouve demain en compagnie de Radia Boulmaali. On se retrouve avec le bonjour demain. Voilà, avec le bonjour peut-être demain. encore sous la pluie, on ne sait pas, on verra demain. C'est ce qu'on espère en tout cas. Inch'Allah. C'est ce qu'on espère en tout cas. Merci beaucoup Riyad. Et on Merci à termine avec ces très belles images, un magnifique reportage de Sophia Chouban, elle qui s'est rendue, qui nous fait la visite du mausolée royal, donc Mauritanie, voilà. Et on se retrouve juste après. Le mausolée royal de Mauritanie est un monument imposant de par son bâti impressionnant. Situé sur les hauteurs de Sidi Rachid Tipaza, il s'étend sur une superficie de 78 000 mètres carrés, de forme conique, d'une hauteur de 32 mètres. Ce monument composé de 64 colonnes comprend plusieurs portes sur le pourtour de son diamètre. C'est un mausolée royal et qui est en Mauritanie. En fait, il fait partie d'un type de mausolée qui est la basina, donc un mausolée, une tombe préhistorique, qui est un tumulus. Et puis, il a évolué, il a pris cette forme de dôme avec un revêtement hellénistique. On voit derrière nous ces colonnes semi-engagées qui sont surmontées d'un chapiteau ionique. Le visiteur pouvait jadis accéder à la galerie principale par le cheminement d'un vestibule menant jusqu'à la galerie circulaire. Aujourd'hui, cette entrée est pratiquement devenue inaccessible au public. Cependant, l'importance de ce vestige colossal réside dans le fait que, dans ses entrailles, ce mausolée est vide de tout mobilier et qu'il comporte, dans sa partie conique, 33 assises de pierre. À l'entrée de cette porte, il y a une lionne et un lion qui s'affrontent au-dessus de la porte d'entrée, donc gravé sur le grès, ce qui prouve sa royauté, donc sa lignée royale. Donc l'appellation qui était erronée au début de tombeau de la chrétienne n'a plus cours. On préfère lui donner son vrai nom, c'est le mausolée royal de Mauritanie. D'ailleurs, c'est mentionné même par les écrivains anciens, comme Pomponius Mela par exemple. L'origine de sa construction remonte, selon les chroniqueurs, aux années 40 après Jésus-Christ. Il serait un mausolée royal construit par le roi berbère Juba II et son épouse, la reine Cléopâtre Sélénée. Oui, cette reine est aussi prestigieuse, effectivement, que Juba, qui est de descendance numide. On sait qu'il descend de Massinissa. Mais Cléopâtre Sélénée également est une reine de descendance très très noble, puisqu'elle est la fille de la grande Cléopâtre d'Égypte et de Marc-Antoine.
Donc après la bataille d'Actium, on sait que cette reine fut prise en captivité à Rome, et également Juba, à la mort de Juba Ier, fut pris aussi à Rome, et c'est là où les deux jeunes princes vont se connaître et se marier, et vont régner sur le trône de Cherchel. Et je dis, ils vont régner parce que le règne était partagé entre la femme et son mari. Une longue histoire, en effet, s'articule autour de ce joyau archéologique d'Algérie. Des récits d'historiens, d'ailleurs, soulignent qu'après la mort de la reine Cléopâtre Sélénée, ce mausolée royal lui a été érigé et eut plusieurs appellations, comme par exemple le tombeau de la chrétienne ou Qabr Romiya. Cela reste encore une énigme, ce retour dans le passé d'une cité bâtie à l'image d'Athènes, du temps du roi érudit Juba II. Les dernières fouilles de ce site funéraire se sont effectuées en 1865 de l'époque Napoléon III. Rappelons en outre que les pouvoirs publics ont accordé beaucoup d'intérêt à la protection du patrimoine archéologique national et, depuis 2002, ce mausolée royal de Mauritanie est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des 8 autres mausolées royaux de la Numidie antique. Voilà, c'était donc une magnifique visite guidée en compagnie de Sophia Chouban du côté du mausolée royal de Mauritanie. Et oui, donc c'est un reportage qu'on vous propose dans le cadre du mois du patrimoine. Rappelez-vous que nous célébrons chaque année du 18 avril au 18 mai. Ça va être l'occasion pour vous donc d'aller faire un tour au niveau des différents musées, des différents sites archéologiques historiques, particulièrement pour ceux qui sont classés patrimoine mondial. Il y en a 7, donc ce sont les 7 merveilles d'Algérie que vous pourriez effectivement visiter en ce mois. Donc le mois se termine, le mois du patrimoine bien entendu se terminera le 18 de ce mois, le 18 mai. Donc l'occasion encore une fois d'aller faire un tour au niveau des musées et de découvrir de plus près les vestiges, le patrimoine et les richesses des différentes facettes de l'Algérie. Voilà, donc nous arrivons à la fin, au terme de notre émission d'aujourd'hui. Comme à chaque fois, ça a été un plaisir de vous accompagner tout au long de ce week-end. Vous retrouverez donc notre ami Radia Boulmaali dès demain à partir de 8h.